Bonjour et merci d'assister à ce webinaire intitulé Sécuriser à moindre coût l'archivage de vos données avec P5 d'Archiware dans le cloud Wasabi. Pour votre information, ce webinaire va être enregistré. Donc, je me présente, Christophe Raymond, je suis responsable technique chez Helios Software France et la société qui distribue la solution de sécurisation de données multiplateforme P5 d'Archiware. Alors, ce webinaire s'effectue conjointement avec le fournisseur de stockage objet dans le cloud Wasabi, qui est représenté par Jean-Michel Carré. Bonjour rebonjour Jean-Michel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous les participants qui sont déjà connectés et qui sont en train de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Jean-Michel Carré et je suis responsable des alliances et des ventes techniques chez Wasabi pour le marché européen. Ok, merci Jean-Michel. Donc, au programme de ce webinaire, je vais évoquer les fonctionnalités de P5 d'Archiware pour la sauvegarde et l'archivage et dans quelle mesure les exploiter, notamment avec le stockage objet de Wasabi. Puis à son tour, Jean-Michel va vous présenter les caractéristiques et les avantages du cloud Wasabi. Ce sera suivi par une courte démonstration en live de la solution pour terminer avec la séance des questions-réponses. Alors pendant le webinaire, vous disposez d'une fenêtre de chat pour poser vos questions. Alors, brièvement concernant l'éditeur Archiware, la société a été créée en 2002 à Munich. Archiware est présent dans le monde entier par l'intermédiaire de distributeurs comme en France avec Helios Software France. Et depuis sa création, ce sont plus de 15 000 licences qui ont été vendues et déployées de par le monde. Alors, pourquoi P5? Alors d'abord, avec P5, on dispose de quatre fonctions qui vont être dédiées à la sécurisation de données. Nous avons ici un bref aperçu des possibilités de chacune de ces options que l'on pourra utiliser ensemble ou pas. On trouve d'abord donc P5 Backup qui effectue automatiquement des copies des données afin de pouvoir les restaurer en cas de problème. Et avec P5 Backup, on récupère non seulement les données, mais également les différents traitements qui leur ont été appliqués. Donc on va définir une durée de rétention, c'est-à-dire pour combien de semaines, de mois, je souhaite être en mesure de récupérer mes données. Et au-delà de ce laps de temps, les données qui n'apparaissant plus sur le stockage source, donc vont être supprimées automatiquement des médias de sauvegarde, ce qui va permettre notamment d'accueillir de nouvelles données plus récentes. Alors, en complément de P5 Backup, on va avoir P5 Archive, pour migrer les données qui ne sont plus utilisées et ainsi libérer de l'espace de stockage de production. Alors, l'archivage n'est pas une copie des données à proprement parler. Ça constitue plutôt une migration des données. On sélectionne les données du stockage de production pour les mettre sur un média qui va être plus adapté en termes de coût et de durabilité, et cela sans limite de temps. Et on va pouvoir ainsi donc récupérer de l'espace en ligne. Donc l'archivage, on ne peut pas vraiment parler de système de récupération de données pour l'archivage. Contrairement à la sauvegarde, on sélectionne juste des travaux dont le traitement est terminé et que l'on choisit d'archiver. Alors avec P5 Synchronize, on va pouvoir dupliquer les données en local et à distance. Alors on peut utiliser P5 Synchronize pour de la reprise d'activité ou simplement la sécurisation des données avant traitement, comme par exemple les rushs. Donc là, il s'agit là d'une fonction de copie au sens strict du terme, même si on dispose des fonctionnalités évoluées comme le versionning et les snapshots. Et enfin, donc Backup to Go pour la sauvegarde des données qui sont présentes sur les postes de travail macOS ou Windows. Donc voilà pour la première particularité de P5. Ensuite, comme avantage de P5, on trouve les plateformes supportées. En fait, P5 fonctionnera tout aussi bien sur une plateforme Windows
Linux ici, donc macOS, mais également nativement sur les RAID, sur les NAS QNAP, Synology et Netgear. Et bien sûr, en fait, on pourra effectuer toute opération de backup, d'archivage, de synchronisation et restauration entre ces différentes plateformes, comme par exemple restaurer des données issues d'un serveur Linux dans un environnement Windows, ou de Windows vers macOS, tout en préservant les noms de fichiers et dossiers, ainsi que les permissions, les file streams et les ressources. En fait, avec P5, tout est enregistré. Donc, nous avons vu que P5 fonctionnait nativement sur un grand nombre de plateformes, on vient de le voir, mais P5 peut aussi exploiter une large gamme de types de stockage. Alors, parmi les stockages que l'on peut utiliser, on va trouver tout d'abord les disques que l'on pourra utiliser avec toutes les fonctions backup, backup to go, archive et bien sûr synchro. Ensuite, avec P5 sauvegarde ou P5 archive, on va pouvoir utiliser les bandes, que ce soit avec un lecteur simple ou une librairie avec plusieurs lecteurs, voire plusieurs centaines de slots. Et bien sûr, P5 supportant le stockage dans le cloud via le protocole S3, je vais pouvoir sauvegarder et archiver mes données dans le cloud, notamment le cloud de Wasabi. Alors, nous venons de voir que P5 disposait des fonctions de sauvegarde, d'archivage, de cloning, pour pouvoir répondre notamment à l'ensemble des problématiques de sécurisation de données. Ensuite, nous venons de voir que P5 fonctionnait nativement sur un grand nombre de plateformes, dont les NAS, et que l'on pouvait aussi exploiter tout type de stockage, les disques, les bandes, le cloud, avec en particulier le cloud de Wasabi. Mais encore plus intéressant dans P5, c'est que toutes ces fonctionnalités, l'ensemble de ces fonctionnalités et possibilités sont disponibles au moyen d'un seul programme et que celui-ci est accessible via une interface web. Et donc, pour résumer les avantages de P5, avec P5, je vais pouvoir assurer la sécurité des données à tous les stades de la production. Donc, par exemple, avec P5 Synchro, lors de l'ingestion des données, avec P5 Backup, je vais être en mesure de sécuriser les traitements et toutes les opérations qui auront été effectuées sur les fichiers. Et en fait, ensuite, avec P5 Archive, je vais libérer de l'espace de stockage de production et sécuriser le patrimoine de la société. On parle ici de l'ABC, de la gestion de données, avec A pour Archive, B pour Backup et C pour Cloning. Même si mon système informatique est hétérogène, avec P5, j'aurai à dispo l'ensemble des possibilités pour toutes ces plateformes, et ça sans aucune restriction de fonctionnalité. Disque, bande et cloud, je suis libre dans l'utilisation des différents types de stockage. Et le mode d'accès et d'utilisation de P5 est simplifié par l'utilisation d'une interface web, puisque donc on a tous maintenant l'habitude d'utiliser un navigateur web. Et enfin, l'intégration est facile puisque je n'ai qu'un seul programme à gérer et à administrer. Donc voilà en quoi la solution P5 se distingue des autres logiciels de sécurisation de données. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Michel pour la partie Wasabi. Merci Christophe, c'était très intéressant. Sauvegarde, archivage, synchronisation des données et particulièrement synchronisation, archivage et backup de ces données dans le cloud, c'est une tendance importante du moment qui était, je dirais, en plus renforcée malheureusement par les problèmes de Covid dont nous sommes tous plus ou moins tributaires. Alors Wasabi est une entreprise américaine. Le siège est à Boston et c'est une entreprise qui a été fondée par David Friend et Jeff Flowers, qui sont les personnes qui avaient déjà fondé la société Carbonite, que certains d'entre vous connaissent, qui était spécialisée dans la sauvegarde. David et Jeff, ils avaient envie de faire autre chose. Ils avaient déjà
senti, je parle des années 2013-2014, l'émergence du cloud, des services qui y sont associés. Et donc, ils ont créé Wasabi. Wasabi, c'est très simple, c'est une société qui fournit un seul produit, qui est du stockage objet dans le cloud en tant que service. Donc, on a une offre qui est similaire aux grands, comme Amazon S3, et plus particulièrement Amazon S3, puisqu'on respecte le protocole Amazon S3 qui est devenu une sorte de standard, et également comparable aux offres Azure de Microsoft, Google Storage également. Et les clients qui utilisent Wasabi se trouvent un petit peu dans tous les secteurs de marché. On a démarré après les autres, on a appris de ce qu'avaient fait les autres, on a appris aussi de la perception du marché telle qu'elle était faite par les clients, et on a une position qui est volontairement disruptive des autres. Et le premier point de disruption, c'est le prix. On a un stockage qui est proposé à un prix qui est 80% moins cher que celui d'Amazon S3, ou qui ne coûte que 20% de ce que peut vous coûter Amazon S3. On est beaucoup moins cher pour deux raisons. On est beaucoup moins cher tout d'abord parce que notre prix par capacité, qui est quand même, je dirais, la valeur sur laquelle on s'attend à être facturé quand on consomme du stockage dans le cloud, est moins cher que le prix de la capacité chez Amazon, Microsoft, Google. Mais en plus de ça, on ne facture pas pour les opérations de téléchargement, on ne facture pas pour les utilisations des appels API, qui sont utilisés par toutes les applications, et c'est pour cela qu'on est beaucoup moins cher. Alors si on est moins cher, on n'est absolument pas moins performant, puisque quand on a développé Wasabi, quand on a développé Wasabi, on a eu comme idée de pouvoir proposer un système de stockage pas cher et également un système de stockage qui offre de bonnes performances. On a fait un certain nombre de benchmarks et on a des performances qui sont plus rapides que celles de la concurrence, à la fois sur un aspect téléversement pour parler français, upload pour parler un peu plus franglais, ou téléchargement. Et les clients sont très sensibles à ça, en particulier quand vous téléchargez ce que les Américains appellent le time to first byte, c'est-à-dire on commence à avoir un accès à la donnée, en particulier si vous êtes dans des domaines plutôt médias, c'est intéressant de commencer à voir la vidéo se jouer sans que nécessairement toute la vidéo soit rappelée sur le stockage local. Et dernier point, mais ça c'est je dirais une fonctionnalité, un aspect incontournable lorsqu'en tant que client on souhaite prendre du stockage dans le cloud, c'est l'aspect protection des données. Donc être sûr que la solution de stockage est hébergée dans des centres de données qui offrent tous les services, toutes les fonctionnalités en termes de redondance. C'est de disposer d'une durabilité des données. La norme, je dirais un petit peu dans ce domaine-là, est d'avoir une durabilité de 11,9, c'est-à-dire de 99, et puis 9,9 qui suivent derrière la décimale, qui traduit en termes un peu plus compréhensibles par tout le monde, disent que pour plusieurs dizaines de millions de fichiers, on peut espérer en perdre un tous les 1000 ans. Donc en gros, il est quasiment impossible de perdre des données. Toujours dans la partie innovation de Wasabi, on a été les premiers à offrir la possibilité de créer des buckets immuables, donc des buckets qui fonctionnent comme un worm dans le stockage cloud. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec la terminologie de bucket, le bucket est la façon de compartimenter les données que vous allez déposer dans un cloud à des fins de simplification uniquement, mais c'est la notion de bucket. Alors, on est une petite société, on a démarré en 2015, les premières installations mises à disposition des clients se sont faites en 2017, et à l'automne dernier, il y a un rapport IDC
qui a été publié, qui fait une analyse du marché du stockage dans le cloud. Et nous sommes là comme un concurrent sérieux. Hein. Vous pourrez télécharger, quand vous récupérerez la présentation, un lien pour avoir la partie qui concerne Wasabi depuis le site web de Wasabi, wasabi.com. Donc on retrouve évidemment les trois grands, hein, Amazon, Microsoft, Google. Mais en termes de stratégie, on voit qu'on n'est pas loin et on est surtout mieux classé dans ce rapport, bien que des sociétés tout de même notables comme IBM ou Oracle. Donc, on a ce positionnement qui est quelque peu disruptif. Volontairement, on a une solution qui est simple à comprendre, qui n'est pas compliquée. On va voir que les offres des concurrents sont parfois compliquées de savoir quelle option je dois choisir. Wasabi, il n'y a qu'une seule option, donc ça simplifie beaucoup. Facile d'utilisation. On travaille avec un réseau de partenaires revendeurs, donc si certains d'entre vous qui participent à la session sont désireux de devenir partenaires de Wasabi pour revendre en complément d'autres solutions la solution Wasabi, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on s'appuie sur un réseau d'alliances de technologies, Alliance Partners, qui sont des entreprises qui proposent des solutions de stockage dans le cloud en respectant la norme S3. Et ces solutions-là vont bien entendu être supportées avec Wasabi. Alors, pourquoi on est différent? Parce qu'avant nous, il y avait le cloud 1.0, donc c'est les premières implémentations qui ont été disponibles sur le marché. Amazon a démarré son service S3 en 2006, donc ça fait déjà à peu près une quinzaine d'années. Microsoft s'est engouffré un petit peu derrière, ainsi que Google. Alors évidemment, Microsoft et Google n'utilisent pas le protocole S3, hein, c'est quand même le moyen de développer quelque chose d'équivalent, mais qui n'est pas du S3. Mais surtout, ces trois grandes entreprises ont complexifié, parce que à l'époque, le marché était un petit peu naissant aussi, ont complexifié leur offre. Donc, chez Amazon, il y a 6 options qui sont disponibles, qui vont avoir des performances plus ou moins bonnes, qui vont avoir des prix, bien évidemment, différents. Mais aussi, si le client se trompe et souhaite changer d'offre, eh bien, en plus, il va y avoir des coûts pour passer d'une offre à une autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à appréhender pour les clients, et puis de savoir un petit peu à l'avance combien je vais payer et qu'est-ce qu'il me faut comme solution de stockage. Quand on parle de stockage dans le cloud, et si certains d'entre vous en ont déjà fait l'expérience, il y a une chose qui est clairement visible lorsque vous recevez votre facture, comme ce monsieur qui semble avoir une facture d'Amazon, et qui n'est pas une livraison d'un produit qu'on achète parfois chez Amazon, eh bien, il va y avoir une ligne qui va être la facturation sur la capacité de stockage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas d'autres petits coûts cachés ou qu'on a du mal à appréhender au préalable et qui vont concerner, par exemple, le fait d'écrire des petits objets. On parle de stockage objet, donc il vaut mieux que l'objet ait une taille assez importante. Si l'objet a une taille petite, ce qui arrive parfois avec des applications, eh bien, Amazon, en dessous de 128 kilooctets, si l'objet est plus petit, Amazon va facturer 128 kilooctets. Tous les appels API, donc les API put, les API get, pour envoyer des données, pour récupérer des données, c'est comptabilisé et c'est facturé. Alors, des opérations d'inventaire, des opérations de transfert pour transférer les données plus rapidement, pour retrouver certains types de données, pour télécharger des données, pour des surutilisations des objets, tout ça c'est facturé. Alors ça va être souvent des cents, hein, pour ne pas dire moins, mais c'est des opérations qu'on peut très facilement faire une dizaine de milliers de fois par mois, et 10 000 fois un cent, ça fait 100, alors que ce soit des dollars ou des zéros, mais ça fait 100. Wasabi, donc, on a vu ce que les autres avaient fait, on a décidé d'avoir une offre excessivement simple, on ne facture que la capacité, on facture ça à 5,99 $ par téraoctet par mois, et on ne facture rien d'autre. Donc en fait, on a un produit à vendre
qui est du teraoctet par mois. On ne va pas facturer les frais de téléchargement qui sont facturés chez Amazon jusqu'à 0,09 $ par gigaoctet. Ça ne fait pas beaucoup, mais si vous téléchargez pour 1 teraoctet, ça va vous faire 90 $. Donc ça fait quand même relativement cher. Même chose pour les appels API. Et puis à Wasabi, on n'a qu'une seule classe de stockage. Donc toutes les données sont traitées de la même manière. Elles sont stockées dans un stockage de bonne performance. C'est pour ça qu'on fait référence à Wasabi Hot Cloud Storage. Hot, c'est pour les données chaudes, donc il faut de bonnes performances. Et donc, si on fait des petits comparatifs de coûts, vous avez un outil qui permet de faire ça sur le site de Wasabi. Pour un client qui a besoin de 1 pétaoctet de stockage sur une année, avec 20% de rappel des données, ce qui n'est pas énorme, surtout si on fait de la sauvegarde. On a quand même de temps en temps besoin de restituer des données. Si on fait de l'archivage, de temps en temps, on a besoin de rappeler des données. Eh bien, chez Amazon, Microsoft ou Google, c'est quelque chose qui va vous coûter pour une année environ un demi-million de dollars. Chez Wasabi, ça va vous coûter 73 000 $. La partie performance, oula, il va y avoir un petit problème de PowerPoint. La partie performance, le design de la solution Wasabi est quelque chose qui est notre propriété intellectuelle. Donc on a défini l'architecture avec des serveurs qui sont dédiés à gérer les connexions des utilisateurs, des serveurs qui sont dédiés à gérer bien évidemment le stockage, hein, puisqu'il va falloir pas mal de systèmes de stockage, donc des serveurs avec des tiroirs de disques, avec des algorithmes de erasure coding pour pouvoir anticiper d'éventuelles pannes de disques et commencer à reconstruire les données sur d'autres systèmes de disques, donc sur un autre serveur, sur un autre tiroir de disques, avant que la solution ne tombe en panne, donc qui assure la disponibilité des données. Et puis bien évidemment, des serveurs de base de données, puisque quand on est dans le monde du stockage objet, on n'a plus la notion de répertoire, sous-répertoire, la notion de hiérarchie traditionnelle. On a une notion d'objet, et ces objets sont gérés par une base de données, donc qui se doit d'être performante, qui se doit d'être évolutive en termes de capacité. Hein. Tous les systèmes de stockage objet sont taillés pour avoir des capacités qui atteignent l'hexaoctet, donc un millier de pétaoctets. Et grâce à ce design, dans la mesure où il a été bien pensé et que les connexions sont bien faites, qu'il y a bien la redondance, on va pouvoir faire des benchmarks de performance. Donc on a fait un benchmark pour nous comparer à Amazon S3, qui est l'offre qui est, je dirais, la plus près technologiquement parlant de notre offre. Et on a fait tourner un certain nombre de charges de travail en téléchargement, en téléversement de données. Et donc, la colonne verte, c'est la colonne Wasabi, la colonne orange, c'est la colonne Amazon. Et on voit qu'à peu près sur tous les types de charges de travail, on est de légèrement supérieur à très supérieur aux performances que l'on peut mesurer chez Amazon. Protection des données, c'est un point qui est excessivement important. Vous allez confier le stockage de vos données chez un tiers, le fournisseur de la solution de stockage, en plus chez un tiers qui offre une solution de cloud public. Donc on va avoir plusieurs clients, plusieurs entreprises qui vont venir déposer des données chez Wasabi et qui seront en fait sur la même infrastructure que celle qui hébergera les données d'autres personnes dont on ne connaît a priori pas grand-chose, même rien du tout. Donc il faut que la solution soit durable, disponible, avec tous les critères de sécurité que l'on se doit d'attendre. Alors durabilité, c'est les fameux 11.9, donc la certitude de savoir qu'il est quasiment impossible de perdre un fichier. La disponibilité, on a un SLA de 99,99%, donc il n'y a que 4.9, mais ça, c'est la norme, hein, c'est ce que vous allez trouver chez Amazon, c'est ce que vous allez trouver chez Microsoft, c'est ce que vous allez trouver chez Google. Ça représente moins de 50 minutes de temps d'arrêt imprévu sur une année, donc ce qui est excessivement peu. Pour renforcer, et ça c'est du spécifique Wasabi, la certitude que les données sont bien préservées, sont bien intègres,
On fait une vérification lors du téléversement, on fait une vérification avant de les télécharger, mais également, si les données n'ont pas été touchées, tous les 90 jours, il y a un mécanisme qui s'assure qu'il n'y a pas de souci avec les données. La sécurité, ça traite de la sécurité en termes d'accès à ce qu'on appelle la console Wasabi. On parle de la console Amazon, de la console Wasabi. C'est l'outil avec lequel vous allez interagir pour faire les premières configurations de votre stockage dans le cloud. Donc, il faut que l'accès à cette console soit fortement sécurisé. Donc, il y a des solutions avec mot de passe, une identification forte, des mots de passe relativement longs qui sont imposés, une possibilité de faire une authentification à double facteur. Donc, en plus de votre login, de votre mot de passe, chaque fois que vous vous connectez, vous utilisez un outil tiers qui fournit des nombres aléatoires qui ont une petite durée de validité d'une vingtaine ou d'une trentaine de secondes. Et également, comme les données sont une donnée, un bien précieux pour les entreprises, les données vont être cryptées, bien évidemment sur le système de stockage, mais également en transit, c'est-à-dire depuis leur lieu d'origine jusqu'à Wasabi, c'est encrypté. Quand ça arrive chez Wasabi, c'est encrypté. Quand on la télécharge, on lit des données encryptées. Elles sont encore encryptées jusqu'à leur récupération. Et donc, on a une sécurité qui est très forte de ce point de vue. On a un certain nombre de certifications qui viennent renforcer et crédibiliser tout ce que je viens de dire. On a des certifications alors, comme SOC 2, ISO 27001, qui appartiennent plutôt aux sociétés qui nous hébergent dans leur centre de données. Donc, on a 6 centres de données, et on doit avoir 5 sociétés différentes qui font l'hébergement, mais qui disposent de la certification ISO 27001, de la certification SOC 2. On a d'autres certifications qui sont propres à Wasabi et qui traitent de certaines réglementations en termes de protection de données. Donc, il y a bien évidemment le règlement RGPD ou GDPR pour l'Europe. Dans le cas de Wasabi, si vous voulez être 100% conforme au RGPD, vous utiliserez le centre de données Wasabi qui se situe à Amsterdam. Nous avons en projet pour 2021, on avait déjà le projet en 2020, mais le Covid en a décidé un peu trop d'ouvrir de nouveaux centres de données. Et si tout se passe bien, d'ici l'été, on devrait déjà avoir 1 ou 2 autres centres de données qui vont ouvrir en Europe. Les autres certifications, IPA, FERPA, sont plutôt des certifications pour les États-Unis. IPA, c'est pour des données de santé. FERPA, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est lié à des règles fédérales aux États-Unis. Et MPA, si certains d'entre vous sont dans le milieu du Media Entertainment, c'est une certification mondiale et qui traite de la propriété intellectuelle de données vidéo. Une comparaison de prix. Tout à l'heure, j'ai pris un pétabyte. On aime bien les clients à un pétabyte, mais on a beaucoup de clients qui ont moins, qui ont plutôt une centaine de téraoctets. Et là encore, si on compare le coût d'Amazon avec le coût de Wasabi, rien que sur 100 Tera, le coût de Wasabi reste à 599 $, alors que sur Amazon, c'est plutôt du 2300 avec des performances de haut niveau. Et puis, si on rajoute seulement 10% de YS, on va arriver à monter à pratiquement 3000 $, alors qu'on reste à 599 $ avec Wasabi. Pour acheter le stockage Wasabi, vous avez 2 possibilités. Lorsque vous démarrez avec Wasabi, le plus simple est de fonctionner en ce qu'on appelle en mode pay-as-you-go. Donc, vous payez tous les mois Wasabi pour la capacité que vous avez consommée. Quand la capacité devient un petit peu plus importante, il peut être intéressant de passer en ce qu'on appelle Reserve Capacity Storage. Donc, vous allez réserver une capacité dans Wasabi et vous allez vous engager sur une durée. Et donc, vous aurez une remise qui va dépendre des 2 paramètres de l'engagement. Quelle capacité et quelle durée. La durée, c'est de 1, 2 jusqu'à 5 ans. Et la capacité, tout comme le stockage dans le cloud, elle est infinie.
Donc, il est clair que si vous prenez 10 pétaoctets sur 5 ans, vous aurez une meilleure remise que si vous prenez 50 Tera sur une année, mais dans tous les cas, vous aurez une remise complémentaire. Donc, au niveau de nos centres de données, on en a 1, 2, 3, 4, 5 aux États-Unis. Donc, on en a un en Europe qui est à Amsterdam et on en a un au Japon qui est en partenariat avec NTT. On a dépassé les 25 000 clients. On a connu pendant toute l'année 2020 et particulièrement pendant le deuxième semestre une croissance quasiment régulière de 4 pétaoctets par semaine, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Alors, l'une des bénéfices de cette saloperie de Covid, c'est que beaucoup d'entreprises ont été obligées de se réorienter vers le stockage dans le cloud pour permettre à leurs employés de travailler chez eux en toute sécurité et puis de pouvoir quand même accéder aux données. Et ça a donné un coup d'accélération aux demandes de stockage dans le cloud pour les clients. Donc en Europe, on est présent, on a des collègues qui parlent différentes langues, donc on peut à peu près servir tous les pays d'Europe. On a démarré le centre d'Amsterdam, ça va bientôt faire 2 ans. On a réussi à doubler la capacité de stockage à Amsterdam sans avoir besoin d'arrêter le fonctionnement du centre d'Amsterdam et sans avoir besoin de faire déplacer des gens des États-Unis à Amsterdam durant l'été, puisque les Américains ne pouvaient pas voyager. Donc, on a plus de 40 pétaoctets déployés, on va plutôt être aux alentours de 45. On est présent un petit peu dans tous les pays, on a des grands clients, on a des petits clients, mais on est très présent et on est là pour répondre aux besoins du marché. Alors, les besoins du marché et donc les principaux cas d'usage de Wasabi, bah, c'est les 2 premiers, c'est un petit peu ce que nous a décrit Christophe avec l'offre P5, c'est tout ce qui va concerner la sauvegarde des données, au sens sauvegarde au quotidien, l'archivage des données, pour pouvoir copier des données et les garder au chaud dans un cloud, plutôt que de ne pas trop savoir quoi en faire, ou de les mettre sur des bandes qui aujourd'hui tendent à être un petit peu abandonnées. La partie médias et production, donc toutes les entreprises qui œuvrent dans l'écosystème relativement important et en permanente croissance du monde de la vidéo, avec toutes les chaînes privées et toutes les productions multiples qui arrivent. Donc la possibilité de pouvoir stocker dans le cloud toutes ces données-là. L'intérêt, par exemple, du bucket immutable chez Wasabi, si une société de production a fini son travail et qu'elle va le donner aux gens qui vont diffuser la vidéo, elle va pouvoir stocker la vidéo dans un bucket immutable. Donc si plus tard il y a un problème quelconque sur le contenu de la vidéo qui n'est pas ce que le client attendait ou autre, le bucket immutable servira un petit peu pour décider de l'issue de ce débat. Un autre marché aussi qui est en pleine explosion, c'est le marché de la vidéosurveillance. Tout partout, la vidéosurveillance se déploie. Très fréquemment, les données ont tendance à être conservées au minimum 1 mois. Dans certains pays, c'est beaucoup plus, mais 1 mois devient un petit peu la norme pour stocker les données de vidéosurveillance. Mais par contre, dans la plupart des cas, au bout de 2 ou 3 jours, les données ne sont pas franchement accédées très souvent par les clients. Et donc, quand on arrive sur des situations où on va commencer à parler de 100, 200, 300 téraoctets de données, ce qui est facilement atteignable avec 1 mois de rétention sur la vidéosurveillance, bah, si on considère qu'on a 80 à 90% des données qui peuvent très bien être stockées dans le cloud, on va réaliser une économie d'échelle très importante en termes de coûts, plutôt que de déployer du stockage là où est installée la solution de vidéosurveillance. On va réduire le stockage sur ce site-là et on va déporter les données dans le cloud. Tous les nouveaux besoins d'analyse de données, de développement
d'Internet des objets. Aujourd'hui, presque toutes les voitures sont connectées. De plus en plus de voitures maintenant peuvent envoyer en permanence des informations sur l'état de la voiture chez le constructeur. On a tous des compteurs Linky ou autres intelligents. Tout ça, ça crée une quantité de données phénoménale et qui a besoin d'être analysée avec des outils d'intelligence artificielle, de machine learning et autres. Et devant cette explosion de données, là encore, le stockage dans le cloud a tout son sens, particulièrement pour des effets financiers fortement bénéficiaires pour le client. Donc, comme on n'offre que la partie stockage, ben, il faut bien évidemment que les clients utilisent, je dirais de l'autre côté, donc côté serveur, des applications qui, elles, vont savoir accéder, donc écrire et lire des données qui sont dans un stockage objet. Et d'une manière générale, toutes les entreprises qui développent du logiciel qui supporte le protocole S3 supportent également, et de manière immédiate, Wasabi. Donc on a un programme de technologie d'alliance technologique avec nos partenaires. On a plus de 300 entreprises aujourd'hui qui ont rejoint ce programme-là, et bien évidemment, Archiware en fait partie. Là, il y a quelques autres sociétés qui sont citées. Je n'ai encore pas trouvé quelqu'un chez Wasabi qui ait fait un slide avec les 300 logos de ces entreprises. Mais c'est très intéressant, et ce qui est très intéressant surtout, c'est de voir la facilité avec laquelle une application qui supporte S3 s'intègre immédiatement dans l'environnement Wasabi. Donc, c'est l'exemple de P5 d'Archiware que vous souhaitez faire, de la sauvegarde, de l'archivage, utiliser le P5 Synchronize aussi, quelque chose qui est de plus en plus demandé par des clients qui veulent avoir une copie de l'intégralité de leurs données, l'intégralité d'un ensemble de leurs données dans le cloud. Tout ça, ce sont des solutions qui s'intègrent sans problème avec Wasabi. Donc, si vous allez sur le site web de Wasabi, on a une knowledge base, une base de connaissances, et si vous cherchez Archiware, vous allez trouver des articles qui vont décrire comment il faut faire pour pouvoir configurer Archiware avec Wasabi. Donc en général, c'est relativement simple. Il faut avoir un compte chez Wasabi. Pour accéder à un bucket, on dispose de ce qu'on appelle de clé d'accès, une clé secrète et une clé d'accès. Et le reste se passe de manière tout à fait transparente. Donc on est en train de passer d'une infrastructure qui était majoritairement sur site, alors que ce soit le site du client ou que ce soit hébergé chez une entreprise qui a des data centers et qui loue d'espace pour les clients. Mais surtout, on supprime un peu ce besoin de CAPEX. CAPEX, c'est les dépenses, les investissements, capital expenditures, comme disent les Américains, avec des coûts de possession assez élevés. La maintenance, qui est toujours délicate et coûteuse, et puis quand on a un système de stockage qui devient plein, un système de stockage qui est vieillissant, donc il faut le remplacer, et en général, le remplacer, ça implique de pouvoir déplacer les données de l'ancienne baie vers la nouvelle baie, ce qui est toujours une problématique assez difficile à résoudre. Cette problématique-là existe dans le cloud, mais ce n'est plus votre problème, c'est le problème de votre fournisseur de cloud. Donc, tout le monde est gagnant à passer dans le cloud. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Christophe, parce qu'il a une petite démo particulièrement intéressante qui montre comment on peut facilement utiliser Archiware avec Wasabi. Donc, Christophe, je te laisse la parole. Bah, écoute, merci Jean-Michel pour cette présentation pertinente. Bien, alors pour la démonstration, pour la démonstration, donc je dispose déjà en fait d'un compte Wasabi. Donc je vais pas montrer l'étape de création de compte, ça présente pas
pas d'intérêt. Donc, on doit, en fait, pour la création de compte, on doit juste fournir une adresse email avec cette adresse email et l'inscription, donc on disposera donc gratuitement et pendant 30 jours de 1 téraoctet d'espace de stockage. Donc je me connecte à mon compte Wasabi. Et la première chose que je dois effectuer, en fait, c'est de créer un compartiment, donc ou un bucket. Et c'est dans ce compartiment que mes données au format S3 vont être stockées. Donc je dois lui attribuer un nom, donc là en Helios Demo 26. Je choisis également donc le data center, donc où seront stockées mes données. Donc ici, je vais choisir donc le data center Wasabi, donc situé donc à Amsterdam. Donc et une fois que que mon compartiment, que mon bucket a été créé, donc je vais générer en fait des clés d'accès afin de pouvoir y accéder. Donc créer une nouvelle clé d'accès. Alors je vais les copier dans le presse-papier. Voilà. Donc je dispose maintenant d'un compartiment. J'ai généré mes clés d'accès. Donc j'ai tous les éléments pour pouvoir mettre en place dans P5 un plan de sauvegarde ou d'archivage dans le cloud. Alors côté P5, là aussi en fait j'ai déjà effectué l'installation. Ça présente pas vraiment d'intérêt, donc c'est juste un programme à installer. Et pour la clé d'activation, on peut obtenir sur le site d'Archiware, juste avec en laissant son adresse email, une clé d'activation qui sera valable 30 jours sans aucune restriction de fonctionnalité. Alors, je me connecte à l'interface de P5 et pour mettre en place donc un plan d'archivage, je clique en fait sur la partie archive où je peux voir en fait un assistant d'installation que je lance. Et au niveau, donc la première chose à indiquer dans l'assistant de configuration de mon plan d'archivage, c'est de sélectionner donc le stockage cible. Donc je retrouve ici donc les différentes possibilités qu'offre P5, à savoir donc une librairie, un lecteur simple, du disque en local, mais bien sûr, en fait, ici, je choisis donc le cloud. Et étant donné qu'aucun service n'est configuré, donc je clique sur Nouveau service. Et parmi ces services, donc, je vais naturellement sélectionner Wasabi S3. Donc, il me reste juste ici donc à indiquer donc les informations que j'ai générées précédemment dans mon compte Wasabi, à savoir la clé d'accès, la clé secrète et le nom de mon compartiment. Donc éventuellement, donc j'adapte la valeur du nombre de téléversements d'upload simultanés à ma bande passante. Et j'applique. Alors, pour pouvoir vérifier en fait que la connexion fonctionne correctement avec le cloud Wasabi, donc je teste. Et P5 m'indique que la connexion a bien été établie donc avec le service de cloud. Je continue. Et après la configuration du stockage cible, donc je dois indiquer
l'emplacement d'un répertoire temporaire, en fait, dans lequel les données vont transiter avant d'arriver dans le stockage cloud. Donc là, je vais prendre un dossier temporaire. Alors, il est possible de garder une copie en local des données archivées, donc cette option-là ne m'intéresse pas, donc je décoche. Donc voilà, c'est terminé pour la configuration et je n'ai plus qu'à lancer mes opérations d'archivage. Donc je sélectionne les données à archiver. Donc ici, dans le dossier archive, j'ai des fichiers de test. Donc je sélectionne ce dossier et je lance l'archivage. Alors, je peux suivre le déroulement des opérations grâce au gestionnaire des opérations. Celui-ci est aussi accessible à tout moment depuis le menu Journal, gestionnaire des opérations. On visualise donc les opérations en cours que j'ai ici. Donc je visualise donc là mon opération d'archivage qui est en train de s'effectuer. Ici, en fait, il s'agit du traitement qui est effectué au niveau du stockage objet pour pouvoir permettre d'accueillir des données. On voit que les deux opérations s'effectuent simultanément, donc P5 est tout à fait capable de traiter plusieurs jobs simultanément. Les opérations qui sont terminées et celles qui seraient éventuellement programmées. Donc voilà, mon opération est terminée. Donc je vais pouvoir naviguer, rechercher et restaurer mes données qui ont été archivées. Alors pour naviguer parmi les données archivées, donc je sélectionne restaurer à partir d'une archive. Et j'ai accès à l'ensemble des données qui ont été archivées. Alors pour restaurer, donc il me suffit de sélectionner un ou plusieurs fichiers. Et je peux soit restaurer à l'endroit d'origine ou pas. Donc là, en fait, je peux indiquer un autre chemin de restauration. Mais je peux également donc ajouter donc à une sélection de restauration. Alors pour la recherche dans P5, dans l'index d'archivage, donc je dispose d'une fonctionnalité de recherche multicritère. Donc ici. Donc que je peux enregistrer en fait si cette recherche en fait est récurrente. Donc là par exemple je vais chercher le mot box, je crois que j'ai un fichier box tag, voilà. Et donc ensuite je peux procéder à la restauration donc de ce fichier. Alors donc je vais choisir un nouveau dossier, et je vais lancer la restauration de ce fichier. P5 m'indique en fait que le volume, le média sur lequel se situe ce fichier est bien en ligne, et donc je peux procéder donc au démarrage de la restauration. Ici. Donc la restauration est terminée, donc le fichier doit être accessible. Data, j'avais nouveau dossier et j'ai bien donc mon fichier qui vient d'être restauré. Alors une caractéristique de P5 Archive, c'est la possibilité de définir
ses propres champs de métadonnées et aussi de pouvoir générer des proxys vidéo et des images de prévisualisation, notamment pour faciliter la recherche dans l'archive, pour faciliter également la navigation et pour mettre en place ces fonctionnalités. Donc je vais me rendre dans la partie index, gestion des index. J'ai ici donc ma base de données dans laquelle est stockée en fait toutes les données qui ont été archivées et je vais rajouter donc un champ de métadonnées. Donc il y a déjà un champ qui existe qui est le champ description. Je vais rajouter par exemple le champ auteur. Donc, ça peut être soit un champ texte, soit un champ numérique. Donc auteur, très bien. Ce champ peut être soit on peut avoir un champ donc texte ou bien également un menu déroulant avec différentes options préconfigurées. Là au niveau de l'ordre 2. Voilà, donc le champ a été ajouté. Donc voilà pour le champ de métadonnées. Puis je vais modifier les réglages de mon plan d'archivage pour activer les fonctionnalités de proxy et de prévisualisation. Donc je me rends dans la section prévisualisation. Je vais ajouter l'utilitaire FFmpeg pour les fichiers vidéo. Et je vais ajouter l'utilitaire ImageMagick pour pouvoir générer donc les images de prévisualisation. Alors ici j'ajoute PSD parce que j'ai quelques fichiers Photoshop en exemple. Donc j'applique. Et là en fait je vais relancer mon opération d'archivage. Donc j'archive manuellement depuis volume data. Je sélectionne mon répertoire et je vais prendre donc un fichier vidéo, un fichier PSD et puis un répertoire avec des images. Donc je lance l'archivage comme tout à l'heure. Ici je peux renseigner le champ auteur que je viens de créer. Donc je vais mettre moi et je lance l'opération d'archivage. Donc je visualise donc le job en cours dans mon gestionnaire des opérations. Alors on peut visualiser ici en fait les caractéristiques, enfin du transfert. Bon là je vois, je suis à un peu moins de 10 mégaoctets par seconde. Donc une fois que le transfert a été effectué, donc P5 va procéder à la génération donc des clips vidéo et des images de prévisualisation. Alors donc là il faut être bon selon les performances de la machine, ça peut être plus ou moins long. Voilà, bon, on va laisser tourner. Peut-être j'ai déjà certains éléments qui ont été générés. Donc je vais dans la partie, comme tout à l'heure, je vais dans la partie restaurer à partir d'une archive, volume, data, archive. Donc là j'ai déjà mon proxy vidéo qui a été généré. Donc si je clique dessus, donc j'ai deux versions, donc ça c'est la première version pour laquelle il n'y avait pas eu de proxy vidéo de générer. Donc ensuite j'ai activé cette fonctionnalité de proxy vidéo et donc je vois en fait que ici je dispose donc d'un aperçu, enfin de la possibilité de visualiser en fait le contenu. Je visualise aussi que le champ auteur a été bien renseigné. Et puis donc peut-être si je rafraîchis. C'est quoi running, je sais plus si c'est, voilà, en fait ici bon là j'ai juste une image, donc là c'est pareil pour l'image qui a été générée, donc là non pas avec FFmpeg mais avec ImageMagick. Et donc effectivement ensuite je peux faire une recherche sur
le champ auteur que j'ai renseigné donc au lancement de l'archivage. Normalement, voilà. En fait, il me donne en fait tous les fichiers qui viennent d'être archivés. Donc voilà, cette courte démo est à présent terminée et nous sommes avec Jean-Michel à disposition en fait pour répondre à vos questions. Merci Christophe, c'était super intéressant et en plus c'est un outil qui m'a l'air hyper simple d'emploi et je pense que ça c'est excessivement important pour les gens qui vont l'utiliser, c'est d'avoir quelque chose qui soit simple et intuitif comme tu as pu nous le montrer. Alors pendant que tu parlais, il y avait des questions qui sont arrivées. Ok. Qui s'adressent, dans celles que je vois, il y en a pas mal qui s'adressent à moi. On me demande si l'upload de données chez Wasabi est payant. La réponse est non. Ni l'upload ni le download ne sont facturés chez Wasabi. Donc, vous paierez Wasabi pour la capacité de données qui va résider dans votre espace cloud. Alors, une autre question concerne également où est-ce que l'infrastructure de stockage est hébergée en Europe. Alors, elle est en Europe, hein, comme je l'ai dit dans un de mes slides, nous sommes à Amsterdam. Nous sommes dans un data center de Equinix. Nous avons un projet d'ouvrir au moins 2 nouveaux centres en Europe. Quand je dis l'Europe, je parle de l'Europe géographique, puisqu'on inclut également l'Angleterre et le Royaume-Uni, puisqu'avec le Brexit, il pourrait aussi y avoir des besoins qui contraindraient les clients, les entreprises anglaises ou britanniques à stocker au sein du Royaume-Uni. Ce qui est très intéressant à noter au niveau de Wasabi, c'est que lorsque vous avez un compte Wasabi, le compte n'est pas lié à un emplacement géographique. Donc vous pouvez très bien avoir un compte Wasabi. Vous travaillez pour des clients qui sont en Europe, tout naturellement, vous allez créer pour ces clients qui sont en Europe des buckets dans notre centre d'Amsterdam. Vous allez avoir travaillé sur un projet avec des entreprises qui sont aux États-Unis. Vous aurez tout à fait la possibilité de créer des buckets dans l'un des 4 data centers dont on dispose maintenant aux États-Unis, dans autant d'endroits que vous souhaitez en créer. C'est totalement libre, il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là. Alors, une des questions récurrentes, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là, traite du RGPD, traite aussi du fameux Patriot Act que la communauté européenne ne reconnaît plus. Donc, au niveau Wasabi, si vous utilisez les données, vous les stockez dans le centre d'Amsterdam, vous respecterez le RGPD puisque les données sont stockées en Europe. Et le fait que les données soient stockées en Europe, c'est vous qui êtes propriétaire des données. Et Wasabi ne peut en aucun cas décider de déplacer vos données, de dire tiens, je vais déplacer les données du centre d'Amsterdam pour les ramener aux États-Unis à des fins diverses et variées qui peuvent être éventuellement demandées par des autorités compétentes aux États-Unis. Dans ce cas, ce n'est pas possible, donc vous n'avez pas de problématique particulière liée au Patriot Act. Le Patriot Act, avant, permettait à des entreprises qui stockent des données à caractère personnel de ressortissants européens, leur permettait de les stocker aux États-Unis. Maintenant, ce n'est plus le cas, hein, puisque c'est plus reconnu. Donc, déjà, on a suffisamment d'ennuis pour gérer l'informatique au quotidien, le monde digital au quotidien. Donc, on a quand même, je pense, tout naturellement, tendance à stocker les données qui contiennent des informations à caractère personnel de ressortissants européens dans l'Europe plutôt que de le faire aux États-Unis. Donc maintenant, le Patriot Act n'étant plus reconnu, on continue de stocker les données en Europe comme si de rien n'était et en toute tranquillité et sérénité par rapport à la réglementation RGPD. Okay. J'ai vu qu'on m'a
poser une question. Il y a des gens qui utilisent le chat et des gens qui utilisent le question-réponse. Alors, on pose des questions sur l'interopérabilité de Wasabi avec le protocole S3. Ben, nous le respectons. Alors, il est évident que si, sur certains aspects, Amazon développe une nouvelle fonctionnalité, ben, il va falloir qu'on suive. Donc, aujourd'hui, on est relativement à jour, où on a des solutions différentes que celles d'Amazon. Ça va être pour la partie facturation, pour la partie gestion donc des comptes clients. Donc, on a nos propres API pour des entreprises qui veulent avoir une solution logicielle qui également manipule et crée de manière programmatique des comptes chez Wasabi. Il faut utiliser des appels API Wasabi et également pouvoir récupérer au sein de certaines applications les informations qui servent à connaître la facturation. Si je suis MSP, donc j'offre des services cloud à différents clients, en général, les bonnes pratiques consistent à créer un bucket par client et je peux récupérer soit depuis la console Wasabi, mais c'est un petit peu manuel, soit par un petit peu de programmation API, les informations relatives à la consommation d'un bucket et de pouvoir ainsi facturer mon client sur ce qu'il a consommé plutôt que lui faire une valeur un petit peu arbitraire. Quelqu'un dit aussi que s'il a bien compris, le worm dans le bucket, ça fonctionne comme un LTO worm. Alors, j'ai dû bien expliquer parce qu'effectivement, vous avez bien compris. Hein. Alors, c'est le bucket tout entier qui va fonctionner comme un worm. Donc, des buckets, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il n'y a pas de règles particulières. En général, on ne va quand même pas démultiplier le nombre de buckets puisque ça ne sert pas à grand-chose dans du stockage objet. Mais pour certaines données qui vont être plus sensibles, qui vont être parfois comment dirais-je, sujets à certaines réglementations locales, eh bien, de pouvoir les déposer dans un bucket qui aura une durée de rétention, donc, je vais dire toutes les données qui sont déposées dans ce bucket-là pour les 5 années qui suivent à partir de la date du dépôt de la donnée, personne ne pourra les modifier, les détruire, bien évidemment, ou les bricoler. Donc ça renforce la protection des données, à la fois sur un aspect contrainte métier ou contrainte légale, et ça renforce aussi la protection des données par rapport aux ransomware, qui ont souvent l'habitude de se nicher dans des fichiers et d'intervenir a posteriori. Bien, si vous stockez des données qui ne contiennent pas de ransomware, vous les mettiez dans un bucket immutable, ou immutable, vous n'aurez aucun risque sur vos données. Alors, quelqu'un demandait si on allait montrer comment on crée un compte de test Wasabi. Alors, on n'a pas prévu ça avec Christophe. Alors, par contre, créer un compte de test, c'est relativement facile. Vous avez directement depuis la homepage du site Wasabi un bouton qui s'appelle Try and Buy. Et donc, vous pouvez faire un try sans avoir besoin de faire un buy. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé vous ne serez jamais facturé sur un compte d'essai. Par défaut, le compte d'essai correspond à 1 téraoctet de stockage et un mois, le mois étant de 30 jours. Oui, je me permets d'ajouter, en fait, il n'y a pas besoin de donner un numéro de carte de crédit. Hein. Voilà, donc, c'est tout à fait. On a vraiment juste besoin d'une adresse. Voilà, en fait, c'est indiqué ici, no credit card required. Donc, voilà, il faut juste remplir ces champs-là et puis c'est immédiat. J'ai vu une autre question aussi qui concernait s'il y avait des limitations en termes de nombre d'objets, en termes de nombre de buckets. Théoriquement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous pouvez créer autant de buckets que vous le souhaitez. Il y a même éventuellement possibilité de créer des comptes multiples qui sont regroupés sous un même compte, donc qui libèrent encore plus les possibilités.
Est-ce qu'il y a des limites également dans le terme de nombre d'objets que vous pouvez créer dans un bucket? Il n'y en a pas non plus. Après, en fonction de votre cas d'utilisation, de vos besoins, si vous avez des capacités en termes de stockage, mais surtout en termes de nombre d'objets, je n'ai encore jamais rencontré de client qui ait ce problème-là. Donc, mais il n'y a pas vraiment de limite. Jean-Michel, oui. J'ai une question en fait de Sébastien. Est-ce que je peux y aller ou pas? Enfin, non, vas-y. Je ne vais pas te couper la parole. Bon, en fait, Sébastien demande en fait si les données sont chiffrées entre Wasabi et le client. Mais en fait, oui, tout à fait. Les transferts sont chiffrés. De même, on peut également, en fait, dans le chiffrer en fait les données que l'on dépose, alors que ce soit donc sur de la bande du disque et bien sûr le cloud. Pour ce faire, en fait, ça se trouve en fait dans le client local. Et ici, en fait, on peut activer cette fonctionnalité de pouvoir chiffrer les données. Ce qui amène également donc à la question donc que l'on me pose concernant l'archivage non pas de données sur la machine locale, mais de données sur une machine distante. Et donc, pour ce faire, on peut soit archiver, soit sauvegarder, soit encore synchroniser une machine distante. Et pour ce faire, il faudra installer donc la partie P5, donc que l'on télécharge directement sur le site de l'éditeur. Ben là, il n'y a même pas besoin, en fait, c'est libre. Il n'y a même pas besoin de donner ses coordonnées. Et on va installer ça sur une machine distante. Alors parmi celles qui sont supportées, donc on va retrouver macOS, Windows, Linux et les systèmes NAS de Synology, QNAP et Netgear où le programme P5 est fourni en natif. Donc on indique donc une adresse IP, un identifiant de connexion et ensuite donc on va pouvoir exploiter cette machine à distance. C'est-à-dire on va pouvoir récupérer les données de cette machine pour les sauvegarder, archiver ou synchroniser, ou on va pouvoir donc restaurer directement sur cette machine. Ensuite, j'ai une autre question de Jean-Christophe, en fait, parce que là, en fait, on a montré l'archivage manuel. Il me demande en fait s'il y a un autre mode d'archivage. Alors effectivement, si dans le plan d'archivage, on a dans mon plan d'archivage, on a la possibilité, dans les plans d'archivage, la possibilité de mettre en place des dossiers actifs, des watch folders, des hot folders, qui peuvent être soit en local sur cette machine-là, ou bien une machine distante. On indique quel est le dossier, donc je sélectionne un dossier, là, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, je peux prendre par exemple archive. Donc voilà en fait pour la source, je peux en mettre même plusieurs. Et ensuite, au niveau de la programmation, ça se fait dans cette partie ici où je vais indiquer l'heure de démarrage, éventuellement une périodicité, et puis une fréquence quotidienne hebdomadaire avec éventuellement des exclusions, quoi. Donc voilà en fait pour cette partie-là. En complément à une question là, de quelqu'un qui demandait si on allait montrer comment créer un compte de test, ce qu'on n'a pas fait est à montrer l'écran pour s'inscrire. Ah oui. Si vous avez besoin d'aide pour démarrer la création et vos débuts dans l'utilisation de Wasabi, d'abord, il y a pas mal de vidéos en ligne qui sont disponibles. Il y a une base de connaissances qui est très bien fournie et si malgré tout ça vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon adresse mail, soit moi, soit l'un de mes collègues pourra vous aiguiller et vous mettre le pied à l'étrier pour démarrer. Et ensuite, dans le cadre de vos tests Wasabi, vous allez tester, je l'espère, Archiware et peut-être d'autres produits. Si vous ne vous en sortez pas ou si vous avez une question, vous êtes tout à fait autorisé à contacter le support Wasabi par mail. C'est une adresse qui s'appelle support@wasabi.com et les gens vous répondront à vos questions. J'ai une question de Gérard qui demande en fait si on
On mettra à disposition comment dire, La le présentation. fichier PowerPoint. Oui, oui, tout à fait. Même donc le webinaire en vidéo, s'il y a des points sur lesquels, enfin bon, ça a été un petit peu vite ou vous souhaiteriez donc revenir, donc pas de problème. Donc la vidéo vous sera envoyée. J'ai une question de Xavier en fait concernant la sauvegarde de machines virtuelles. Alors pour la partie machine virtuelle, donc alors on peut bien sûr sauvegarder le contenu des machines virtuelles, mais pour sauvegarder des machines virtuelles, à ce moment-là, en fait, j'allais dire, on n'est pas dans le bon dans la bonne partie logicielle, puisque Archiware donc en fait développe en fait un autre produit qui s'appelle Pure, P-U-R-E, et qui est dédié pardon, à la sauvegarde de machines virtuelles. Je me permettrai d'envoyer à Xavier le lien concernant la partie Pure. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, quand on enverra la copie de la présentation, vous aurez nos coordonnées, à Christophe et moi-même, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour avoir plus de précisions sur les points qu'on a abordés ou sur les points qu'on n'a pas abordés et que vous auriez aimé voir abordés. Ok, super. Bon, là, je vois qu'on a un petit peu dépassé l'horaire qu'on s'était fixé. S'il n'y a pas d'autres questions, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout vous remercier beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Christophe de m'avoir invité. À très bientôt. Donc. Avec plaisir, Jean-Michel. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.